Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maria Francisca Tapia. Je suis chilienne. Je suis bénévole à la Fondation Derecho y Defensa Animal et directrice intercontinentale de la recherche chez Latin Group for Animals. Pendant les prochaines minutes, je vais présenter mon projet principal sur lequel je travaille cette année, qui est un rapport régional sur la situation des animaux en Latine-Amérique. Donc, avant de commencer, je voudrais présenter le travail qu'on fait dans les deux organisations. Donc, Fondation Derecho y Defensa Animal est une fondation chilienne créée en 2016. Et il a une approche entièrement juridique à la protection des animaux. Il travaille dans 4 pôles. Le pôle académique, qui est où je travaille maintenant, qui ont fait du travail pour établir les droits animaliers dans les universités du pays. Et aussi, on publie chaque année la Revista Chilena de Derecho Animal. Aussi, il y a un pôle juridique qui suit des affaires de maltraitance de fort impact social au Chili. Donc, on essaye de trouver le cas ou les affaires de maltraitance plus puissants et on essaye de donner des assistances juridiques aussi. Il y a un pôle législatif qui s'occupe du plaidoyer. Cette mot, c'est compliqué. De plaidoyer politique pour les nouvelles lois au Chili. Et aussi, on a un pôle corporatif pour l'engagement cage-free, parce qu'on est aussi part de l'Open Wing Alliance. Et maintenant, notre campagne active sont pour l'interdiction de l'élevage de poulpes, la protection des langoustes, pour des œufs sans cage et la fin du rodéo. Ça, c'est tout le travail que je fais là, c'est comme bénévole, mais c'est une fondation qui est plus grande et plus établie au Chili. Dans l'autre côté, c'est Latin Group for Animals, que c'est l'endroit où je travaille. Latin Group for Animals, c'est un réseau régional né début 2025, où on a plus de 60 organisations dans 12 pays de l'Amérique latine. Notre mission, c'est unir et renforcer les organisations de la région pour défendre les animaux. Et on travaille principalement par l'incidence législative et avec l'amélioration de politiques publiques. Et notre axe de travail sont les animaux de femmes, et les animaux aquatiques, c'est l'expérimentation animale, les insectes, les projets cage-free et plant-based. Donc, chez Latin Group, moi, je fais la partie de la recherche. Et cette année, je fais ce rapport régional de la situation des animaux. Et c'est exactement à ça que je voudrais, j'aimerais parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc, d'où vient ce rapport régional? Les pays d'Amérique latine partagent un cadre juridique de tradition continentale et de traditions similaires et pour la plupart une même langue. Cette proximité pourrait laisser espérer une collaboration étroite entre tous les pays en faveur des animaux, mais cependant, cette situation, les initiatives de travail coordonnées et conjoints pour améliorer la situation des animaux dans leur région restent rares. Les réformes législatives entreprises dans chaque pays ont en général avancé sans tenir compte des solutions que le pays voisin déjà expérimenté,
face à des problématiques équivalentes. Ainsi, des phénomènes qui mériteraient une approche régionale, comme la persistance de l'animal comme bien meuble dans le Code civil, continuent d'être abordés comme s'il s'agissait de problématiques propres de chaque pays. Ce décalage constitue le point de départ de mon travail. Plus qu'un diagnostic technique, ce rapport est un appel pour abandonner un travail fragmenté et peu coordonné et construire une action collective qui nous renforce tous. L'expérience de chaque pays est, dans une large mesure, l'expérience possible d'autres. Les reconnaître, c'est la condition pour que les réformes cessent de répéter les mêmes tentatives et les mêmes erreurs. Donc, face à cette situation, nous avons décidé d'élaborer ce rapport régional qui permet de déterminer quelles sont les opportunités de collaboration, quelles sont les principales situations d'urgence dans la région et aussi comment il est possible d'y faire face. Ce rapport repose sur une étude comparée des législations des pays d'Amérique latine. Et cette étude examine 18 axes thématiques communs qui couvrent des aspects très divers. Les traitements des animaux dans les cadres constitutionnels, leur statut juridique dans le code civil, la reconnaissance de la sentience, les délits de maltraitance, l'expérimentation animale, le bien-être des animaux d'élevage terrestre et aquatique, la régulation du saut, des cirques, entre autres sujets. Et deuxièmement, il repose aussi sur des entretiens en terrain les organisations qui travaillent dans chacun de ces pays. Et cet entretien nous donne le don que l'investigation juridique n'est pas capable de donner par eux-mêmes. Et toute cette information, après, est analysée sur la base de 9 indicateurs Latin Group for Animals. Donc, ouais, un peu de la paradoxe de la région. On est vraiment l'une des régions où il y a plus d'élevage des animaux. C'est vraiment massif. Et on a aussi une biodiversité très singulière et unique. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de ressources pour le travail de recherche pour des animaux. Normalement, toutes les ressources sont données pour des travaux avec des chiens et des animaux de compagnie. Et parfois, il y a un peu de ressources aussi données pour des projets cage-free, que ça c'est trop bien. Mais normalement, pour des choses comme la recherche, comme les travaux plus spéciaux, plus détaillés, c'est difficile de trouver des gens qui ont l'expertise, qui font les travaux, qui ont enfin, les opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi l'essai de distribuer cette information pour essayer que le monde sait de cette situation et est plus conscient de la situation dans notre région. Pour l'étude et aussi pour les rapports, on fait une étude de 11 pays pour cette première édition. L'Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Équateur, México, Paraguay, Pérou, Porto Rico et Uruguay. Et la raison pourquoi ces pays sont sélectionnés, c'est, la première raison, c'est pour la taille géographique et des populations, aussi pour l'influence régionale de les pays où ces décisions législatives
sont observés et peut-être reproduits pour peut-être autres pays ou autres organisations qui travaillent dans d'autres pays. Et le troisième critère, c'était la production d'origine animale. Et justement, le volume de production de produits qui aussi fait une grosse partie de la raison pourquoi on a choisi chaque pays. Pour parler un peu plus de les indicateurs qu'on utilise pour faire l'analyse de chaque pays pour savoir comment ça va la situation des animaux. On a construit 4 dimensions où il y a différents indicateurs qui nous donnent des informations. Chaque dimension n'a pas le même poids, mais c'est bien pour comprendre ce que chacun essaye de faire. Donc, la dimension 1, c'est le statut et protection juridique fondamentale des animaux. On voit la reconnaissance de la sentience dans chaque pays. Et sentience sur le code civil, sur la constitution, ou parfois sur les lois spéciales ou générales, etc. Ou parfois aussi dans la juridiction. Mais ouais, on essaye de voir beaucoup de manières que la reconnaissance de la sentence peut être présente. Aussi, on étudie la répression pénale de la maltraitance ou cruauté des animaux. Et ça, c'est la dimension basique, parce qu'avec ça, on peut... chaque loi qui ne respecte pas la sentence des animaux peut être... je ne connais pas le mot en français, mais peut être cassée, merci, thanks, de manière juridique par cette reconnaissance. Et aussi, la répression pénale, normalement, travaille comme une manière pour protéger tous les animaux qui n'ont pas une régulation spéciale ou que la régulation spéciale ne suffit pas. On peut aussi utiliser la répression pénale pour nous aider, pour suivre les affaires de maltraitance. Je ne sais pas, par exemple, normalement, il n'y a pas beaucoup de travail pour des animaux aquatiques. Donc, il n'y a pas de régulation pour le bien-être d'eux. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est poursuivre une affaire pénale pour essayer de faire un appel peut-être politique, je ne sais pas, mais social, pour reconnaître cette situation des animaux aquatiques. Donc, ouais, ça, c'est la dimension plus importante. Après, on a une dimension qui étudie les régimes de bien-être animal. Donc, on étudie les animaux de ferme en comprenant les animaux aquatiques et terrestres. On étudie aussi les animaux qui s'utilisent pour l'expérimentation, que franchement, ils sont traités de manière très similaire à des animaux de ferme. Donc, on pense que it makes sense qu'ils sont ensemble. Et aussi, pour les animaux sauvages, il y a aussi quelques régulations qui essayent de protéger son bien-être. Donc, aussi, c'est inclus là-bas. Après, on a une dimension de cohabitation, culture et éducation. Donc, ça, c'est tout qui correspond à la situation sociale de compréhension de la situation des animaux, qu'ils sont très sentients, et à quelle manière cette reconnaissance est après visible dans différents domaines. Donc, on étudie la détection responsable des animaux de compagnie ou la tuition. Je ne sais pas si ça c'est le mot spécifique, mais tout qui est les obligations pour quelqu'un qui
à un animal de compagnie. Aussi, on étudie comment l'éducation dans chaque pays doit avoir quelques éducations scolaires ou universitaires qui donnent des cours pour comprendre, pour respecter et pour comprendre la situation des animaux, comment être sentients. Et aussi, on étudie le contexte socioculturel, normalement par des lois ou par des provisions spéciales à certaines coutumes qui normalement, je ne sais pas, c'est des sportifs ou religieuses qui utilisent des animaux qui sont normalement très durs, très mal pour des animaux. Et on essaie de trouver toutes les régulations qui les prohibitent. On fait tout ça là-bas. Et après l'enfance, la dimension institutionnelle et de contrôle qui va voir que tout le reste est vraiment suivi, qu'il y a des institutionnalités pour être capable de suivre que tout ça marche. Effective, exact, effectively, altruistic. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que juste pour finir, je peux vous raconter un peu de quelques résultats qu'on a trouvés. Moi, je pense que ça, c'est la partie plus intéressante. C'est pour ça que je suis très axée, mais on fait plus que juste ça. Mais par exemple, la reconnaissance constitutionnelle, c'est très intéressant dans tous les pays parce que il y a juste une constitution qui vraiment protège des animaux pour eux-mêmes, comme sujet de droits eux-mêmes, que c'est la constitution mexicaine qui a une réforme très récente de 2024. Tout le reste ont protection indirecte pour les animaux. Donc normalement c'est par la cause environnementale. Donc, je sais pas, l'Argentine, Bolivie, Chile, Équateur, ils ont des clauses environnementales qui, après la jurisprudence, essaie de connecter les droits des animaux. Et parfois, il y a très bons résultats. Donc, à Colombie, on a ça, à Équateur aussi. C'est le cas d'Estrellita, le plus connu, que c'était un cas où le juge, judge d'un corps supérieur de l'État est reconnu à Estrellita, qui était un animal qui était dans une situation très particulière, comme sujet de droit. Et cette reconnaissance était liée à cette clause environnementale, mais après, les juges les tribunaux disaient que c'était parce que aussi il y a une reconnaissance qui va plutôt à juste cette clause environnementale. C'est vraiment quelque chose que c'est nécessaire et que la Constitution manque. Donc, c'est pour ça que c'était reconnu. C'était très célébré. Bah ouais. Mais normalement, le problème avec ça, c'est que c'est difficile de trouver une manière d'avoir une vraiment solide protection à son animaux avec ce type de clause environnementale, parce qu'après, l'autre part va dire « Ah, mais c'est juste pour l'environnement, donc ce n'est pas vraiment pour le bien-être des animaux. » Et ça vraiment limite toute l'application qu'on peut avoir et toute la protection qu'on peut vraiment avoir pour les animaux. Après, une autre chose que je pense que c'est intéressant et triste dans la région, c'est que absolument toutes les législations
considère les animaux comme choses. Donc, ça dépend, chaque code civil a sa manière de les classifier. Donc, c'est peut-être des choses meubles, des choses sémovientes, il y a différentes manières. Mais à la fin, il n'y a pas un seul code civil qui est vraiment est capable de trouver ces situations, même s'il n'y a pas comme sujet de droit, il n'y a pas aussi une constitution qui reconnaît cette situation au milieu de deux. Ouais. Donc ça, c'est aussi un très grand travail qu'on doit faire dans la région. Et c'est un travail qu'on peut faire aussi de manière collective. Dans toute cette année, ça a été fait vraiment de manière très individuelle. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on voit dans Letting Refer Animals, que c'est un espace de travail collectif. Mais ouais, c'est intéressant. Et juste pour mentionner aussi le cas spécial de la Colombie, parce qu'ils sont l'unique pays que, même si les animaux sont classifiés comme un bien meuble, et ils sont aussi dans le Code civil une clause qui reconnaît que les animaux sont êtres sentients. Mais ça, c'est tout. Et le même article dit qu'ils sont des choses meubles et aussi qu'ils sont des êtres sensibles. Donc, c'est vraiment un peu n'importe quoi, mais c'est la situation. Comme en France aussi. Oui, c'est exactement. Parce que normalement, voit la France, spécifiquement la France, comme le podium, je ne sais pas, ce qu'on voudrait faire. Je vois qu'ici, c'est pas même parfait, mais ça, c'est la solution juridique qu'on essaie de trouver. Bah ouais. Il y a aussi des autres choses que je pense que je ne vais pas... Mais ouais, ça, c'est généralement la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria Francisca, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour ta présentation. Ma question, c'était justement pour rebondir sur cette question des animaux comme bien meubles. Donc c'est marrant que la France serait regardée comme un exemple. Bon, je pense pas que ce soit le cas. Ouais. Mais justement, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que vraiment, j'y connais vraiment rien dans ces trucs législatifs, c'est quel pays tu connaîtrais qui serait allé au-delà de cette notion de bien meuble et comment ils caractérisent quand ils arrêtent d'utiliser ce terme bien meuble. Ouais, moi, dans la fondation où je travaille, on a fait, je pense que 3 différents essais d'approuver une nouvelle loi. Donc, on avait fait tous les process. On toujours cite la France comme les pays qui reconnaissent cette situation intermédiaire entre être les sujets de droit et des choses. Comment être capable de sentir ou être sentient. Mais c'est difficile vraiment parce qu'il y a, même ici, que vous avez cette clause dans votre code civil et vous avez aussi des réglementations européennes qui est plus que constitutionnelle, c'est supraconstitutionnel et qui donne le devoir de protéger des animaux. Je sais qu'à la fin, c'est compliqué aussi, mais ouais, comme avocat, il faut trouver des outils avec qui on peut travailler après et on peut essayer de changer la loi. Et cette manière, c'est une bonne manière de partir pour changer aussi si on fait une campagne à ça, normalement aussi il fait un changement dans la tête de l'agent. Il fait un change social. Donc ça aussi, c'est utile. Il nous donne un outil pour travailler contre des lois qui vont contre cette classification. Mais je sais qu'à la fin, ouais, la France, c'est notre
aspiration, ouais, l'aspiration, je sais pas. Et je sais qu'ici, il y a même beaucoup de souffrance animale. On sait que le travail, c'est pas juste juridique, c'est quelque chose qu'on doit faire de différentes manières. En fait, juste, désolé de reprendre, mais ma question c'était plus, est-ce qu'il existe une constitution dans le monde où les animaux ne sont pas des biens meubles? Dans l'Équateur, c'est... Là, attends, Équateur, bien... Si, c'est bien meuble apparemment. Oui, non, parce que la Constitution, elle ne dit pas s'ils sont meublés ou non meublés. La Constitution, ce qu'il fait, c'est juste tout est là, protéger de droit à quelques personnes, choses, institutions, quelque chose. Donc, le problème dans la Latine-Amérique, c'est qu'il n'y a pas de constitution qui, dans les textes légaux, reconnaît des animaux de manière expresse comme titulaires des droits, d'un droit de protection, à l'exception de la Mexicaine maintenant. Mais on trouve qu'il y a des constitutions comme la d'Équateur, où il y a des cas très connus comme en Argentine et à la Colombie, qui par l'interprétation des tribunaux supérieurs, il extend, je sais pas, il fait une extension. Oui, il a entendu, merci. Cette protection environnementale à les animaux. Et de manière, il y a un précédent qui après il peut aussi être reproduit après. Donc ça c'est l'un des meilleurs cas, mais c'est pas suffisant, pas du tout. Mais on essaye d'exactement faire ça. C'est de trouver des espaces où on a une protection même constitutionnelle, mais dans le code civil, même dans la loi, mais essayer de trouver des outils finalement pour protéger. Ok, merci. Costa Rica, c'est pas dans l'étude, donc je sais pas. Mais je veux de manière initiale et je suis pas sûre. C'est ça, je suis pas sûre. Combien de temps les différents groupes qui travaillent pour les animaux passent sur les questions de changement juridique, législatif, par rapport au temps passé directement sur des campagnes d'influence, de pression sur peut-être des entreprises, des politiques? Je pose la question parce que typiquement en France, la grosse organisation qui travaille pour les animaux d'élevage, L214, met peu, voire pas d'énergie sur les questions de statut juridique ou de constitution. Je pense parce qu'ils se disent que c'est des changements qui vont arriver, ce sont des changements qui vont arriver en conséquence de changements préalables dans la société, c'est-à-dire d'abord on fait bouger les entreprises, on fait bouger la société, et ensuite ça rentre dans le droit et pas l'inverse. Ouais, mais ici c'est différent parce que vous savez ces choses qu'on n'a pas. Vous savez cette reconnaissance constitutionnelle, au code civil, que même si ce n'est pas très utile à la pratique, c'est une bataille qui est gagnée. Mais il y a certaines organisations qui normalement sont plutôt plus juridiques, qui fait ce travail. Par exemple, à l'Argentine, il y a maintenant une loi qui s'appelle Ley Sintientes et qui a fait beaucoup de travail, pas justement avec les législateurs, de manière de lobby comme ça. Ils ont fait aussi un travail très puissant pour donner à la population en général ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est vraiment très mal dans la loi, qui reconnaît des animaux comme chose, et il essaie de changer cette perception avec ce travail pour changer la loi. Donc, ouais, je sais que c'est compliqué parce qu'à la fin, c'est des manières un peu politiques qu'on trouve pour essayer de changer la situation et de changer la perception sociale des gens qui sont pour les animaux. Mais
Mais ouais, je pense que normalement, il y a dans tous les pays, 1 ou 2 organisations qui sont très juridiques et qui travaillent à ce sujet-là. Et après, il y a des autres organisations qui sont plutôt comme L224, merci, qui fait exactement le même travail, parce que ça c'est très important, qui se fait le travail corporatif avec le Open Week Alliance, par exemple, pour Cage Free et tous les autres engagements pour essayer de changer les règlements, la loi de bien-être des animaux de l'élevage. Et merci. Et tu parlais de protection indirecte à travers les droits de la nature, les clauses environnementales, etc. Dans le rapport, vous en parlez, vous analysez un peu ces protections indirectes. Oui. Et est-ce qu'elles risquent aussi ou pas? Est-ce qu'elles ouvrent la voie des protections directes ou est-ce qu'elles empêchent des protections directes? Je pense qu'ils ouvrent définitivement parce que c'est une manière plus rapide, parce qu'à la fin, chaque fois qu'on essaye de protéger avec la Constitution, c'est parce qu'on n'a pas un autre mécanisme pour essayer de protéger certains cas ou certaines situations pour certains animaux. Donc, ouais, c'est très utile et c'est exactement ça qui aidait Mexico, parce qu'avant, aussi, il y avait une protection indirecte dans la constitutionnelle environnementale. Et après, il y avait vraiment un changement de mentalité générale à la société qui est réclamé pour changer la situation et pour constater de manière directe la protection pour des animaux. 2024, c'était vraiment réussi. Aussi au Chili, par exemple, on a fait beaucoup d'essais pour inclure la protection des animaux directs dans la Constitution. Et on avait essayé 2 processus de constitution, que je ne sais pas si vous connaissez un peu de l'histoire du Chili. C'était fait il y a 5 ans. On a lutté vraiment contre l'autorité pour essayer de changer la Constitution en général. Et dans ce changement, la campagne pour inclure la protection des animaux directs, c'était la plus votée et la plus acceptée par toute la société. Et ça, c'était dans les 2 essais de process pour changer la Constitution. C'était toujours que ce mouvement unit la gauche et la droite parce qu'il y a ce changement de mentalité, je pense, maintenant, que les gens comprennent que quelque chose, c'est pas correct. Mais c'est compliqué de changer la Constitution, c'est très compliqué. Donc, normalement, ce type de clause est pour l'instant. Je vois qu'il n'y a que des hommes à chaque fois qui posent des questions. C'est vrai? Bonjour, merci pour ton exposé. L'Amérique du Sud est absolument pionnière. C'est un continent extrêmement important pour la lutte pour les droits des animaux, puisqu'elle a personnifié juridiquement des animaux, personnalités juridiques non humaines, notamment en Argentine, en Colombie et en Équateur. Avec des résultats extraordinaires. Il y a eu plusieurs cas en 2014, des ours, des chimpanzés, des orang-outans. Donc des résultats qui ont inspiré le monde entier. Je veux dire, la lutte antispéciste a à un moment donné regardé en direction de l'Amérique du Sud en y voyant un continent de grand espoir. Ma question est extrêmement simple. Est-ce qu'il y a des partis politiques antispécistes qui ont rebondi, si tu comprends le sens, qui ont utilisé cet élan judiciaire, des cours et tribunaux qui ont personnifié juridiquement des personnes non humaines, et des partis politiques ont essayé de se saisir de ces questions en disant « nous avons ici une opportunité extraordinaire de faire entendre notre voix et nous allons le faire », donc par le biais de partis politiques qui auraient essayé de se faire élire
pour modifier, pour avoir un programme notamment permettant de modifier les législations? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a des partis politiques antispécistes? Et deuxièmement, connaissant la particularité de l'Amérique du Sud et des intérêts financiers énormes en matière d'élevage et d'exploitation, notamment à travers les différentes forêts comme l'Amazonie, on sait la criminalité que ça représente pour le défrichage des forêts, les tensions qui sont portées sur les écologistes et les personnes qui militent pour les droits de la nature et les droits des animaux. Est-ce que ces éventuels partis ont subi des campagnes de répression, voire de criminalité intense qui les auraient étouffés dans l'œuf? Je ne sais pas si tu comprends cette expression, qui les aurait empêchés de naître, quoi. Ouais, c'est une bonne question. C'est deux bonnes questions. Donc, l'Argentine, c'est un très bon exemple pour la première question, parce que c'est très connu. Il y a des cas de... C'était, je pense, que les premières dans le monde entier, cas où un animal était déclaré par la Cour supérieure comme un sujet de droit pour un pacte. Et aussi, il y avait aussi un cas que les animaux étaient considérés une personne non humaine. Exactement. Donc ça, c'était vraiment hyper important. Et merci à cette cas, il y avait vraiment un mouvement social qui aussi c'est la raison pourquoi il y a cette loi qui s'appelle, ce projet de loi qui s'appelle Les Sintientes, qui a toute une bancada, je sais pas comment, mais il y a une bancada politique qui vraiment soutient cette loi. Mais le problème, c'est exactement ça, que comme il y avait au Latine-Amérique, que c'est le même droit continental qu'il y a, je pense, qu'ici en France. Les décisions juridiques, la juridiction ne fait pas de droit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est installé. C'est juste une décision qu'un tribunal fait une fois, mais après, facilement, un autre tribunal pour faire exactement la décision en contraire. Et ça passe avec tous les pays. Donc, c'est très bien nouvelle et on est très content chaque fois qu'on écoute des cas comme... Je sais pas, je connais très bien ces cas, mais dans ce moment, je me sens le nom des animaux, mais c'était une gorilla qui était dans une situation terrible, dans un zoo. Donc, une organisation à l'Argentine essayait un habeas corpus, qui c'est une action constitutionnelle qui peut être juste utilisée pour des humains, pour des personnes, pour des êtres qui sont considérés personnes. Donc, c'est pour ça que cette cas était vraiment incroyable, parce que cet habeas corpus était donné pour cet animal, et c'était la première fois, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, mais après, c'était jamais encore exactement. Après, il y avait des autres cas, comme 5 cas, je pense que c'était vraiment... C'était beaucoup, 5 cas, mais il y avait plusieurs des autres essais qui ne marchent pas. Mais ouais, les autres cas, on a eu une reconnaissance de la situation des sujets de droit, pas de personnes non humaines. Donc ça, c'était quelque chose qui c'était pire. Il y a beaucoup de cas qui aussi, parce que aussi la classification de personnes non humaines, c'était pour un gorille. O sea, orangutan, I don't know, je sais pas comment, mais c'était un animal qui est vraiment très proche des humains. Donc, c'est facile de comprendre pourquoi, ok, si on fait cette décision, c'est parce qu'il y a une ressemblance très comme ça. Mais après, essayer de faire ça pour quelques animaux qui ne ressemblent pas à des humains,
c'est compliqué. Donc, ouais, c'est bien, c'est très bien et je suis contente que c'est reconnaissant, que le monde reconnaisse que vraiment on a eu des cas très importants qui sont très iconiques pour des reconnaissances des animaux, mais ils sont vraiment insuffisants pour avoir un vrai tutelage. Et ça, c'était, je pense que... Ouais, mais par exemple, en Argentine, c'est exactement avec ça qu'il y a tout un banquet. Ouais. Ça aide aussi. Ça aide beaucoup pour changer la mentalité des législateurs et pour essayer de vraiment changer la situation juridique quand même. Quelle était l'autre question? C'était... si des partis antispécistes avaient profité un petit peu de cet élan judiciaire pour rebondir en politique et s'ils avaient subi des pressions des mafias tout simplement qui sont fortes en Amérique du Sud pour protéger le commerce des animaux et l'élevage, etc. Donc ça, dans ce rapport que je fais beaucoup d'entretiens avec des activistes qui travaillent dans tous les pays qui étaient nommés ici. Ça, c'est une situation très particulière et je pense que les gens ne comprennent pas que c'est quelque chose qui passe beaucoup. Et ce n'est pas juste un pays, c'est Pérou, c'est Mexique, c'est à la Colombie que parfois j'ai des questions de gens qui me disent « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas ce type de travail ou ce type de travail? C'est très facile. Il faut juste avoir des activistes ou des représentants dans les congrès. » Mais c'est vrai que dans certains pays où il y a beaucoup de narcotrafic, les parlements sont très mixés avec des groupes de pouvoir illicites. Et ils sont fait vraiment peur, les activistes, pour poursuivre son objectif. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de montrer aussi dans ce rapport, parce que la difficulté à l'Amérique latine, ce n'est pas juste le manque de ressources, bien sûr, c'est aussi la précarité professionnelle, par exemple, pour exercer ce type de métier. C'est aussi le danger, l'agression que beaucoup d'activistes et beaucoup d'activistes sont morts aussi dans certains pays. Ce n'est pas toute l'Amérique latine, bien sûr, mais il y a beaucoup de pays qui, ça c'est une réalité très dure et qui fait difficile pour des parlementaires de vraiment essayer de changer les choses de manière très importante ou de lutter de manière très publique parce qu'ils ont peur d'être agressés. Donc, ouais, ça, c'est définitivement quelque chose de très compliqué. Mais ça, c'est la situation, par exemple, de Mexique. Et Mexique même était capable de changer la situation à la Constitution. Donc, et maintenant, il y a une présidente qui est très chouette. Et elle a changé beaucoup de choses. Donc, peut-être c'est possible. Aussi à la Colombie, il y a beaucoup de lois très récentes qui ont changé beaucoup la situation des animaux. Et il y avait cette juge qui fait cette décision qui aussi c'était très courageux en considérant la situation politique. Mais c'est possible aussi. On voit qu'il y a aussi des gens qui font des big changes. Donc, mais, yeah. Merci beaucoup encore une fois, Maria Francisca. Merci beaucoup.